Salut tout le monde, c'est Gaëlle Daydream et avant de vous annoncer le thread du jour, je vous donne la réponse à l'énigme de la semaine dernière qui était assez facile, avouons-le. En fait, la personne qui raconte l'histoire s'est fait kidnapper par un homme et séquestré pendant 3 mois chez lui. C'est pour ça qu'il a été inculpé et que sa famille pleurait quand elle est enfin rentrée chez elle, à sa véritable maison. Bien sûr, restez jusqu'à la fin pour connaître la nouvelle énigme. Et le commentaire de celui ou celle qui me donnera la bonne réponse sera épinglé. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas un thread d'horreur, pas une énigme creepy, ni un cold case. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de possession qui a soulevé les États-Unis en 2013. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas être très contents car vous préférez les threads et les histoires qui ne sont pas paranormales, mais cette histoire est tellement dingue que j'ai voulu absolument vous la partager. Donc donnez-lui une petite chance et vous n'allez pas le regretter, je vous promets. Puis bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à max si vous aimez. Et dites-moi dans les commentaires si vous voudriez connaître d'autres histoires du genre, car il y en a, et contrairement à ce que vous pensez, ça ne suit pas nécessairement la même logique. Maintenant, let's go! Cette histoire concerne la famille Ammons, composée d'une mère, Latoya Ammons, de ses 3 enfants, 7, 9 et 12 ans, ainsi que de la mère de Latoya, Rosa Campbell. La famille est résidente dans la ville de Gary, en Indianapolis, à l'époque des faits bien sûr. Beaucoup d'entre vous, je vous le dis déjà, trouveront les affirmations surnaturelles de la famille Ammons impossibles à croire. Mais sachez que toutes les personnes impliquées dans l'affaire n'étaient pas disposées à croire non plus. Le capitaine de police Charles Austin a déclaré que c'était l'histoire la plus étrange qu'il n'ait jamais entendue. Il a déclaré qu'il pensait initialement que la famille avait élaboré une histoire pour gagner un peu de thunes, mais après plusieurs visites à leur domicile et les entretiens avec des témoins, il a simplement déclaré « Je suis croyant ». De plus, l'histoire de cette famille est d'autant plus bizarre car elle implique une intervention des services de protection de l'enfance, une série d'évaluations psychologiques, une enquête policière, et finalement une série d'exorcismes. C'est une histoire qui a commencé avec des mouches. Est-ce que je vous tiens là? Vous êtes intrigués? Alors continuons. En novembre 2011, la famille Ammons a emménagé dans une maison qu'elle a louée sur la rue Caroline à Gary. La maison était à un étage avec un sous-sol qui ouvrait par une porte sur une cuisine ouverte, sur un salon et 3 chambres à coucher. Le quartier est calme et bordé de petits bungalows avec des voisins tranquilles. Le quartier familial de choix, quoi. Un mois après leur emménagement, soit courant le mois de décembre, de grosses mouches noires ont soudainement envahi leur porche grillagé, et ce, malgré le froid hivernal. Latoya Ammons a déclaré avoir pensé « ce n'est pas normal » et sa mère Rosa Campbell a assuré qu'ils ont tué toutes les mouches mais que celles-ci n'arrêtaient pas de revenir incessamment. Juste après l'invasion des mouches, d'autres événements étranges ont commencé à se produire. Rosa et Latoya disent que parfois, peu après minuit, elles entendaient des bruits de pas réguliers gravir les escaliers du sous-sol, suivis du grincement de la porte qui s'ouvrait entre le sous-sol et la cuisine, alors que personne n'était là. Les 2 femmes ont évidemment pris l'habitude de verrouiller cette porte, mais les bruits n'ont pas cessé. Rosa a raconté qu'une nuit, elle s'est réveillée et a vu une silhouette sombre d'un homme arpentant le salon. Elle a sauté de son lit pour voir qui est dans son salon et a trouvé avec effroi de grandes empreintes de chaussures humides. Courageuse la Rosa, hein?
Dans les frais d'horreur que je raconte, généralement, dans ces situations, les personnes disparaissent dans leur lit. Est-ce que vous auriez fait comme Rosa à sa place ou pas? Donc maintenant, on fait un saut de quelques mois dans le temps. Avec cette famille qui vit des événements étranges au quotidien dans sa maison, pour aller à la date du 10 mars 2012, où le malaise de la famille s'est transformé en peur brute. Ce jour-là, la famille a perdu un proche et ils étaient rassemblés avec un groupe d'amis dans la maison pour faire leur deuil. Il était environ 2 heures du matin. Les enfants dormaient tranquillement dans leur chambre, mais Rosa et Latoya ainsi que leurs amis discutaient encore dans le salon. Latoya, qui était partie vérifier que ses enfants dormaient bien, a surpris tout le monde en criant à plein poumon « Maman, maman !» En entendant les appels clairement effrayés de sa fille, Rosa, avec tous leurs amis, se sont précipités vers la chambre où se trouvait Latoya et où sa fille de 12 ans dormait. Devant les yeux écarquillés des personnes présentes ce soir-là, la fillette de 12 ans, inconsciente, lévitait au-dessus de son lit. Selon leur dire, ils ont encerclé la fillette et ont commencé à faire une prière de groupe. Rosa a déclaré avoir été terrifiée ce soir-là. Elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait, ni pourquoi ça se passait. Au bout d'un moment, finalement, la fillette est redescendue sur son lit. Elle s'est réveillée mais n'avait aucun souvenir de l'événement. Selon Rosa et Latoya, cet incident était tellement traumatisant que leurs amis ont refusé de revenir leur rendre visite chez eux. Après cet incident et toujours avec tous les autres événements étranges, les 2 femmes ont contacté les églises locales. Mais la plupart ont refusé de les écouter, sauf une église qui a entendu leur récit et a envoyé un prêtre pour une visite de la maison. Le prêtre leur a dit que leur maison était hantée par des esprits. Il a recommandé à la famille de nettoyer la maison à l'eau de javel et à l'ammoniac, puis d'utiliser de l'huile d'olive pour dessiner des croix sur chaque porte et chaque fenêtre. Le prêtre a également suggéré à Latoya d'utiliser l'huile d'olive pour enduire les mains et les pieds de ses 3 enfants et pour dessiner une croix sur leur front. D'un autre côté, les 2 femmes ont aussi contacté 2 médiums qui leur ont annoncé que leur maison était assiégée par plus de 200 démons et que la meilleure chose qu'elles puissent faire est de déménager. L'explication des médiums avait convaincu les 2 femmes, très croyantes, mais déménager n'était pas une option pour la famille à court d'argent. Du coup, complètement désespérée, Latoya a suivi les conseils d'une voyante en construisant un hôtel au sous-sol. Elle avait recouvert une table d'un drap blanc, puis a placé une bougie blanche et une statue de Marie, Joseph et Jésus au-dessus de cette table, et a ouvert une Bible au psaume 91. Latoya raconte qu'elle et une autre personne avaient enfilé des t-shirts blancs, enroulé des foulards blancs autour de leur tête, et toujours sur les conseils du médium, elles ont brûlé de la sauge et du soufre dans toute la maison. Latoya dessinait des croix avec la fumée alors que la personne qui l'accompagnait lisait le psaume 91 à haute voix. Le psaume disait « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. » Après cette séance de purification, la famille a été soulagée pendant 3 jours, mais ensuite, les choses ont empiré. La famille a déclaré que les démons ont commencé à posséder Latoya et ses enfants. Latoya et Rosa ont déclaré qu'à chaque épisode de possession qui touchait les enfants, les yeux de ceux-ci s'écarquillaient, des sourires diaboliques se dessinaient sur leur visage et leur voix devenait plus profonde. Seule Rosa n'a jamais été atteinte par ces phénomènes, et elle disait que c'était parce qu'elle était née avec une protection contre le mal. Après, c'est peut-être vrai, hein? Latoya, quant à elle, a raconté qu'elle se sentait faible, étourdie et qu'elle étouffait de chaleur durant les épisodes de possession qui la touchaient. Elle a ajouté que son corps tremblait et qu'elle perdait entièrement le contrôle. « Vous pouvez sentir que c'est différent, que c'est surnaturel », a-t-elle déclaré. Le plus jeune garçon,
alors âgé de 7 ans, a été retrouvé assis dans un placard en train de parler à un autre garçon invisible qui lui décrivait ce que c'était que d'être tué. Rosa a raconté que son petit-fils avait déjà volé hors de la salle de bain comme s'il avait été propulsé. Sa sœur de 12 ans a été heurtée par une tête de lit, provoquant une blessure qui nécessitait des points de suture. La jeune fille de 12 ans dira plus tard aux psychologues et psychiatres qu'elle avait parfois l'impression d'être étouffée et maintenue au sol afin qu'elle ne puisse ni parler ni bouger. Elle a dit avoir entendu une voix lui dire qu'elle ne reverrait plus jamais sa famille et qu'elle ne vivrait pas 20 minutes de plus. Certaines nuits étaient si invivables que la famille dormait dans un hôtel. Le 19 avril 2012, les deux garçons se sont soudainement évanouis et ne se sont plus réveillés. Rosa a pris un garçon dans ses bras alors que Latoya a pris l'autre. Les deux femmes complètement désespérées ont appelé leur médecin de famille, Dr. Geoffrey Onyuku. Il a un nom super bizarre, je vais vous l'écrire. Latoya lui a raconté ce que sa famille traversait en espérant qu'il pourrait comprendre et peut-être l'aider. Le médecin a trouvé l'histoire vraiment bizarre et il a déclaré à la presse lorsqu'il a été interrogé sur le sujet « 20 ans et je n'ai jamais rien entendu de tel de ma vie. J'ai eu peur pour moi-même quand je suis entrée dans la pièce. » Le médecin a refusé de révéler plus de détails à la presse, mais dans les notes médicales qui ont été révélées sur la visite en question, le docteur Geoffrey, pour ne pas répondre son nom de famille, trop compliqué, a écrit « délire de fantôme à la maison » et « hallucination ». Quelqu'un du bureau du médecin a appelé le 911 et alors qu'il auscultait les enfants toujours inconscients, il a été surpris par l'arrivée de 7 ou 8 policiers et de plusieurs ambulances sur les lieux. La police et les urgentistes ont transporté les garçons à l'hôpital méthodiste de Gary et Latoya raconte qu'elle voulait enduire ses fils d'huile d'olive, mais que le personnel de l'hôpital s'était moqué de cette idée. « Je ne pouvais pas leur parler », a-t-elle dit. « Alors, j'ai parlé à Dieu. » Rosa raconte que les garçons ont fini par se réveiller à l'hôpital. Le garçon de 9 ans agissait de manière rationnelle, mais le plus jeune criait et se débattait tellement qu'il avait fallu 5 hommes pour le maintenir au sol. Dans ce chaos, quelqu'un a appelé le service de protection de l'enfance et a demandé l'ouverture d'une enquête sur Latoya Ammons pour d'éventuels abus ou négligences avec ses enfants. L'appelant, dont le nom est maintenu anonyme dans le rapport des services sociaux, a émis l'hypothèse que Latoya Ammons pourrait avoir une maladie mentale. La personne croyait que les enfants jouaient la comédie sur la demande de leur mère, qui encourageait donc leur comportement. Valérie Washington, la conseillère sociale en charge de l'enquête, a écrit dans son rapport que le personnel de l'hôpital a examiné Latoya Ammons ainsi que ses enfants et les a trouvés en bonne santé, sans marque ni contusion. Elle a également rapporté qu'un psychiatre de l'hôpital a évalué Latoya Ammons et a déterminé qu'elle était saine d'esprit. Valérie Washington a également interrogé la famille à l'hôpital et alors qu'elle parlait avec la mère, le garçon de 7 ans s'est mis à grogner en montrant les dents. Ses yeux ont roulé à l'arrière de sa tête et il a sauté sur son grand frère en enroulant ses mains autour de la gorge de celui-ci. L'intervention de plusieurs infirmiers a été nécessaire pour l'arracher de force de la gorge de son frère. Plus tard dans la soirée, Washington et l'infirmière autorisée Willie Lee Walker ont emmené les deux garçons dans une autre pièce, une petite salle d'examen, pour un entretien et Rosa Campbell les a rejoints. Dans la salle, l'enfant de 7 ans a regardé son frère dans les yeux et a recommencé à grogner. « Il est temps de mourir, je te tuerai », a-t-il dit d'une voix profonde et contre nature. Pendant que le plus jeune garçon parlait, l'aîné a donné un coup de tête dans le ventre de Rosa, qui a de suite pris la main de son petit-fils et a commencé à prier. Ce qui s'est passé ensuite a choqué l'assistance et a ébranlé les convictions de chaque témoin. Selon le rapport de Valérie Washington, qui est corroboré par le récit de l'infirmière Walker, l'enfant de 9 ans avait un sourire étrange et marchait à reculons le long d'un mur jusqu'au plafond. Il est passé au-dessus de sa grand-mère, tête en bas, et a atterri sur ses pieds de l'autre côté de celle-ci.
il n'a jamais lâché la main de sa grand-mère. L'infirmière a déclaré « Il a remonté le long du mur, marché au plafond et redescendu. Il n'y a aucun moyen qu'il ait pu faire ça. » Plus tard, la police demandera à Valerie Washington si le garçon avait grimpé le mur comme s'il effectuait un tour d'acrobatie. Et la réponse était non. La conseillère sociale a déclaré que le garçon avait glissé en arrière sur le sol, le mur et le plafond. Elle a ajouté qu'elle avait eu tellement peur quand c'est arrivé qu'elle est sortie de la pièce en courant, suivie de près par l'infirmière qui était dans le même état de panique. Le médecin de service ce soir-là n'a évidemment pas cru à cet événement et quand il a demandé au garçon de refaire son petit move de marcher au plafond, celui-ci, étonné par la demande, lui a dit qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé et qu'il ne pouvait pas marcher sur les murs. LaToya Ammons a passé la nuit à l'hôpital avec son fils de 7 ans pendant que Rosa Campbell a emmené les 2 autres enfants chez un proche. Le lendemain, les services sociaux ont demandé à Rosa de ramener les enfants pour qu'ils puissent parler avec eux. En fin de journée, les services sociaux ont pris la mesure d'urgence de retirer la garde des enfants sans ordonnance du tribunal. Devant ces événements terrifiants qui se sont produits à l'hôpital, l'aumônier de l'hôpital, bien sûr, a contacté Michael Margino et lui a demandé d'exorciser le fils Ammons, âgé de 9 ans. Margino était un curé de Saint Stephen Martyr Parish, à Marieville, depuis plus de 10 ans déjà, mais n'avait jamais reçu une telle demande. Il a alors rendu visite à la famille pour les interroger afin d'exclure les causes naturelles. Durant cette visite, Rosa s'est interrompue plusieurs fois pour signaler une lumière vacillante dans la salle de bain. Le scintillement s'arrêtait à chaque fois que le révérend s'approchait pour enquêter, ce qu'il a attribué à une présence démoniaque. Les stores vénitiens dans la cuisine se balançaient sans raison et le révérend a également observé des empreintes de pas humides dans tout le salon. LaToya s'est plainte d'avoir mal à la tête et elle a violemment convulsé quand Margino lui a placé un crucifix contre sa tête. Après un entretien de 4 heures, agrémenté de beaucoup de phénomènes étranges et extrêmes, le révérend Margino est sorti convaincu que la famille était tourmentée par des démons, mais qu'il y avait aussi des fantômes dans la maison. Margino a béni la maison et a conseillé aux 2 femmes de partir de la maison car elles n'étaient pas sûres du tout. Ils ont emménagé temporairement chez un proche, mais moins d'1 semaine plus tard, elles étaient de retour sur Carolina Street pour permettre aux services sociaux d'attester de l'état de la maison. Valerie Washington, la travailleuse sociale, a demandé à être accompagnée par un policier du comté de Lake. 2 autres officiers des services de police de Gary et de Hammond ont demandé à les rejoindre par curiosité professionnelle, qu'ils disaient. LaToya Ammons a refusé d'entrer dans la maison, mais Rosa a accepté d'accompagner le groupe. Le rez-de-chaussée comprenait 3 chambres à coucher, je le répète encore une fois, je sais, un salon, une salle de bain, des planchers de bois franc et une petite cuisine à air ouverte. Une porte dans la cuisine menait à un sous-sol bétonné. Directement sous les escaliers, il y avait un sol en terre battue et le béton qui l'entourait était déchiqueté, comme s'il avait été brisé. L'hôtel de fortune que LaToya avait créé était toujours en place, ainsi que des anneaux de sel qu'elle avait versés contre les murs du sous-sol pour dissuader les démons, de ce qu'elle disait. Rosa Campbell leur a dit que les démons semblaient émaner de sous ces escaliers. Austin, le capitaine de police de Gary, qui ne croyait pas du tout aux démons, a avoué qu'il avait changé d'avis après avoir visité la maison de Carolina Street. Au cours de l'entretien avec Rosa dans la maison, le voyant d'alimentation de l'un des enregistreurs audio d'Austin indiquait que les piles étaient presque à plat, alors qu'il venait de placer des piles neuves plus tôt dans la journée. Un autre officier a enregistré l'audio et lorsqu'il a rejoué plus tard, il a entendu une voix inconnue murmurer « Hey !» Cet officier a également pris des photos de la maison et sur l'une des photos des escaliers du sous-sol, il y avait une image blanche trouble dans le coin supérieur droit. Lorsque la photo a été agrandie, ils ont découvert un visage. L'agrandissement a également révélé une deuxième silhouette qui ressemblait à une femme, selon la police. Les photos que Austin avait prises avec son iPhone semblaient également contenir d'étranges silhouettes. La radio de sa voiture de patrouille a mal fonctionné sur le chemin du retour et le garage de sa maison refusait de s'ouvrir, alors que l'électricité fonctionnait parfaitement. Pire encore pour le policier,
le siège conducteur de sa voiture personnelle a commencé à reculer et à avancer tout seul. Le concessionnaire a détecté une panne dans le moteur du siège qui aurait pu mener à un grave accident de la route. Après toutes ces coïncidences étranges qui l'ont touché personnellement, Austin a commencé à croire aux allégations d'activité paranormale de la famille Ammons. Cependant, les professionnels de la santé mentale évaluant Latoya et ses enfants sont restés sceptiques. En avril 2012, les services sociaux ont demandé au tribunal pour mineurs de Lake la tutelle temporaire des 3 enfants et la demande a été acceptée car Latoya avait négligé l'éducation de ses enfants en ne les envoyant pas régulièrement à l'école. Pour sa défense, Latoya a déclaré aux services sociaux que parfois elle ne pouvait pas envoyer ses enfants à l'école parce que les esprits les rendaient malades ou parce qu'ils auraient souffert d'insomnie pendant toute la nuit. La psychologue clinicienne Stacy Wright, qui a évalué le plus jeune fils Ammons, a déclaré que le garçon avait tendance à se comporter de manière possédée lorsqu'il était défié, redirigé ou quand on lui posait des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Dans son évaluation, elle a écrit qu'il semblait cohérent et logique, sauf lorsqu'il parlait de démons. Les histoires de l'enfant de 8 ans devenaient bizarres, fragmentées et illogiques. Ces histoires changeaient à chaque fois qu'il les racontait. Wright pensait que l'enfant de 8 ans ne souffrait pas d'un véritable trouble psychotique. Ça semble être le cas malheureux et triste d'un enfant qui a été induit dans un système délirant perpétué par sa mère et potentiellement renforcé par d'autres proches, a-t-elle déclaré dans son évaluation psychologique. Le psychologue clinicien Joel Schwartz, qui a évalué la fille et le fils aîné Ammons, est arrivé à une conclusion similaire. La fille Ammons a dit à Schwartz qu'elle avait vu des silhouettes sombres dans sa maison et qu'elle était entrée 2 fois en transe. Le fils aîné Ammons a déclaré à Schwartz que les portes claquaient et que des choses commençaient à bouger toutes seules. Latoya Ammons a également été examinée à plusieurs reprises par des psychologues qui ont attesté qu'elle ne semblait pas éprouver de symptômes de psychose ou de troubles de la pensée. Ils ont recommandé que Latoya soit évaluée pour déterminer si sa religiosité peut masquer des idées délirantes sous-jacentes ou des troubles de la perception. Latoya Ammons et ses 3 enfants, de leur côté, ont continué d'insister sur le fait qu'ils étaient possédés par des démons. Les services sociaux ont alors imposé des règles de conduite strictes aux enfants et à la mère durant ces visites, comme ne pas parler de démons ou de possession, en insistant sur le renforcement positif. Latoya s'est alors trouvé un travail et un nouveau logement en raison de l'activité paranormale dans la maison de Carolina Street. Pendant ce temps, la police et les services sociaux continuaient d'enquêter sur les événements étranges dans la maison. Le groupe était un peu plus grand cette fois. On est au 10 mai 2012 et il y avait Campbell, Ammons, Austin et les 2 autres policiers de la visite initiale, plus Margino, 2 agents du comté de Lake avec un chien policier et Samantha Illick, qui est responsable des affaires familiales des services sociaux. Illick s'était porté volontaire pour aller à la place de Valerie Washington qui ne voulait plus retourner dans cette maison. Le chien, bizarrement, n'a montré aucun comportement étrange ou agressivité durant la visite. Tous Beaumont s'est dirigé vers le sous-sol et Illick a touché un liquide étrange qui coulait au sous-sol. Elle décrit ça comme étant visqueux et le père Margino a insisté sur la vérification sous les escaliers de la présence d'un pentagramme, d'objets personnels qui auraient pu être maudits ou la présence d'une personne enterrée sous les escaliers qui pourrait expliquer ces activités paranormales. L'un des policiers a creusé un trou d'environ 1 mètre sur 1 mètre sous les escaliers et il en a sorti un faux angle rose, une culotte blanche, un pins politique, un couvercle d'une petite casserole, des chaussettes dont le bas est coupé sous les chevilles, des emballages de bonbons et un objet en métal lourd qui ressemblait à un poids pour un cordon de draperie. Ne trouvant rien d'autre, l'officier a replacé la terre et l'a aplatie. Le père Margino a béni du sel et l'a répandu sous les escaliers et dans tout le sous-sol. Plus tard, alors que tout le groupe se trouvait dans le salon, le petit doigt gauche d'Illick a commencé à picoter et à blanchir. Elle s'est plainte que son doigt était cassé et moins de 10 minutes plus tard, elle a eu l'impression d'avoir une crise de panique. Elle ne pouvait plus rester et son cœur palpitait, alors elle est rapidement sortie du logement et a décidé d'attendre le groupe dehors.
Lorsque le prêtre a commencé à interroger Latoya à l'intérieur de la maison, elle s'est plainte de maux de tête et d'épaules et s'est vite empressée de rejoindre Illich à l'extérieur. Austin a quitté la maison à la tombée de la nuit. Ce policier, qui avait reçu des balles et a enquêté sur des meurtres, des viols et des vols à main armée au cours de ses plus de 3 décennies dans les forces de l'ordre, a déclaré qu'il ne restait pas dans la maison après la tombée de la nuit. Les autres agents ont continué à explorer la maison. Au rez-de-chaussée, ils ont remarqué une substance huileuse s'égouttant des stores vénitiens dans l'une des chambres. Pour s'assurer que Campbell ou Ammons n'avaient pas versé d'huile sur les stores, 2 des agents ont épongé les stores puis sont sortis de la pièce et l'ont refermé. Pendant 25 minutes, ils se sont tenus à proximité pour que personne ne puisse entrer et, à leur retour, grosse surprise, l'huile était réapparue. Margino a alors écrit un rapport détaillant ses découvertes et a demandé la permission de l'évêque Dale Melzek pour effectuer un exorcisme sur Latoya Ammons. Melzek n'avait jamais autorisé un exorcisme en 21 ans de carrière. D'ailleurs, au début, il a rejeté la demande du père Margino et lui a dit de contacter d'autres prêtres plus expérimentés pour l'exorcisme. Margino a alors décidé de pratiquer un exorcisme mineur sur Latoya. Le rituel consistait en des prières, des déclarations et des appels pour chasser les démons. 2 policiers et Illich, la conseillère des services sociaux, ont assisté au rituel. Illich a dit « Nous avions l'impression que quelqu'un était dans la pièce avec nous, quelqu'un qui respirait dans notre cou. » D'ailleurs, tout comme Austin, Illich a déclaré qu'elle avait eu une série de problèmes médicaux après avoir visité la maison. Une semaine après sa dernière visite, elle a été brûlée au 3e degré par une moto. En moins de 30 jours, elle s'est également cassé 3 côtes en jet ski, s'est cassé une main en heurtant une table, puis s'est cassé une cheville en courant avec des tanks. J'avais des amis qui ne voulaient pas me parler parce qu'ils pensaient que quelque chose s'était attaché à moi, a-t-elle déclaré. Après le rituel mineur, le père Margino a demandé à Latoya Ammons de rechercher le nom des démons qui la tourmentaient, car, selon ses dires, chaque démon a un nom et une personnalité. Un nom a du pouvoir, et il prévoyait utiliser ces noms pour combattre les démons pendant les exorcismes. Latoya et un ami à elle se sont mis à la recherche de ces noms sur Internet selon la nature des problèmes que la famille avait rencontrés. Mais durant cette recherche, l'ordinateur n'arrêtait pas de s'éteindre. Elles se sentaient malades et étourdies, mais ils avaient quand même continué leurs recherches et ont trouvé des noms qui correspondraient. L'un de ces noms était Belzébuth, Seigneur des mouches. Quelle coïncidence, hein? Ils avaient également trouvé des noms de démons qui torturaient et blessaient les enfants, ce qui concordait avec les événements qu'ils avaient vécus. Latoya a dit que d'autres démons de haut rang lui avaient été assignés, notamment des lieutenants et des sergents. Ben ça, c'est une nouvelle, donc il y a comme une hiérarchie en démonologie. Bref, après le rite mineur, l'évêque Melzek a donné la permission au père Margino d'exorciser Ammons. Au final, le père Margino a procédé à 3 exorcismes majeurs sur Latoya Ammons, 2 en anglais et le dernier en latin en juin 2012, dans son église à Maryville. La voix du révérend n'a cessé de prendre en force et en puissance jusqu'à ce que les démons s'affaiblissent. Les convulsions de Latoya lui indiquaient à quel point le démon était fort. Durant l'exorcisme, 2 policiers restés en contact avec Margino depuis l'enquête à domicile se tenaient à proximité de Latoya au cas où elle aurait besoin d'être immobilisée. Latoya a dit avoir prié avec le révérend jusqu'à ce que ça devienne trop douloureux. Elle a dit qu'elle avait l'impression que quelque chose en elle essayait de s'accrocher et d'infliger de la douleur en même temps. Elle a continué en disant que c'était différent d'une douleur naturelle, mais que c'était aussi intense que des douleurs d'accouchement. Finalement, Latoya Ammons s'est endormie. Selon Margino, c'est la manière du démon de diminuer l'effet du rituel. Latoya et sa mère Rosa avaient déménagé à Indianapolis, mais elle continuait à revenir à Gary pour les exorcismes et les audiences du tribunal, car ses enfants étaient toujours sous la garde des services sociaux. La nouvelle demeure familiale a été bénie par le révérend Margino pour éviter tout problème d'attachement quelconque, mais Ammons a appelé le révérend apeuré car elle faisait des cauchemars récurrents, ce qui a accéléré le dernier exorcisme de Latoya. Latoya a pu récupérer la garde de ses 3 enfants en novembre 2012, soit environ 6 mois après leur retrait.
Les services sociaux ont continué à surveiller les enfants et à s'assurer qu'ils aillent à l'école jusqu'à la clôture de l'affaire en février 2014. Latoya Ammons a qualifié le retour de ses enfants comme le plus beau jour de sa vie. Les enfants se sentaient en sécurité après avoir quitté la maison de Carolina Street. Ils ont laissé derrière eux leur voix démoniaque et leurs plaintes. On peut lire dans les notes de réunion d'équipe des services sociaux datées du 10 janvier 2013, « Pas de présence ou d'esprit démoniaque à la maison. La famille n'est plus uniquement obsédée par la religion pour expliquer ou faire face aux problèmes de comportement des enfants. » L'ancienne maison de la famille Ammons sur Carolina Street est devenue une curiosité locale, à un point tel que le propriétaire Charles Reed a appelé le service de police de Gary pour demander aux agents de police d'arrêter de passer devant sa maison car ils effrayaient son nouveau locataire. Selon lui, il n'y avait aucun problème dans la maison avant ou après que Latoya et sa famille y avaient vécu. Cependant, lorsqu'il a été informé de l'implication de l'Église catholique, il a déclaré que cela le rendait un peu moins sceptique. Bref, quelle que soit la cause des événements effrayants qui ont touché les membres de cette famille, qu'ils aient été saisis par une illusion collective ou une possession démoniaque, ça a conduit à l'un des cas les plus inhabituels jamais traités par le ministère des Services sociaux. Là, je ne vous ai fait qu'un bref résumé, mais de nombreux événements ont été détaillés dans près de 800 pages de documents officiels impliquant la police, le personnel des services sociaux, les psychologues et des membres de la famille ainsi qu'un prêtre catholique. C'est une histoire assez intrigante que vous pouvez aller vérifier sur Internet. Tout ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas aimé être à leur place, surtout dans le sens où, au départ, personne ne les croyait. Je pense que c'est le pire des sentiments quand tu vis quelque chose mais que ton entourage en fait ne veut pas te croire. C'est une solitude immense que je ne souhaite à personne. J'espère que la vidéo vous a plu et j'attends avec impatience votre avis en commentaire. Et avant de partir, voici la nouvelle énigme. Je n'aime pas utiliser la salle de bain la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation étrange qu'elle est tentée. Ma femme me dit que je suis juste stupide, mais c'est comme ça. La nuit dernière, je me suis réveillée vers 3 heures du matin pour trouver la lumière de la salle de bain allumée. J'ai prudemment ouvert la porte et je suis entrée. J'appréhendais de voir un fantôme hideux ou une créature monstrueuse. Mais rien. La salle de bain était juste vide. J'ai alors éteint la lumière, débarré la porte et suis partie me coucher. Le lendemain, ma femme m'a dit que c'était peut-être elle qui a oublié d'éteindre la lumière. Celle-ci est un petit peu plus tricky, mais vous allez comprendre. Bref, j'attends vos réponses à l'énigme et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire bien flippante.